Bonjour à toutes et à tous. Alors, si vous ne me connaissez pas, je me présente. Je suis Emmanuel Dunouvion, donc salarié de la TECOR et détaché au pôle Aérospace Valley depuis décembre 2019. Et je suis au sein du service développement des PME ETI, plus spécifiquement sur les domaines matériaux et procédés. Et je fais partie des animateurs de cet écosystème SMP pour structure, matériaux et procédés, qui est l'ancienne DAS AMP pour ceux qui l'ont connu d'entre vous. Alors, pour pas perdre le contact entre nos membres, donc Aerospace Valley, depuis le confinement, a décidé de lancer des cafés techno. Alors le principe du café techno, ben, c'est le fait de se retrouver assez régulièrement. Pour ma part, j'en suis au 5e là. Et donc dans le contexte actuel, donc où les conférences et les tables rondes sont un peu en présentiel, sont plus trop de mise. Donc on vous propose 1 heure de webinaire pour prendre connaissance d'une techno ou d'un procédé sur différentes thématiques de nos écosystèmes d'excellence. Donc aujourd'hui pour le domaine SMP. Alors sachez que ce café techno, il est enregistré. Donc vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube du pôle Aerospace Valley d'ici 48 heures à peu près. La présentation donc sera disponible également donc sur notre site Connect, donc auquel il faudra s'inscrire et notamment dans la communauté E2SMP. Si vous avez des soucis, vous me contactez par rapport à ça. Donc c'est une plateforme collaborative dédiée uniquement aux membres d'Aerospace Valley. Donc vous pourrez retrouver cette présentation dans ce lien-là. Cette communauté E2 SMP vous permet également d'avoir plein d'informations dédiées à cette communauté, à ce domaine, et évite de vous inonder de mails par rapport à des informations qu'on souhaite faire passer sur des appels à projets ou autres. Donc par rapport à l'organisation, à ce titre, je remercie Jennifer du service communication qui nous a permis l'organisation de ce café techno. Et aujourd'hui, ce café techno, il est animé par Émeric Azran, qui est le président de Nobrac, donc une société qui a été créée en septembre 2016 et qui est basée à Montauban, en région Occitanie. Donc produire des pièces composites plus vite et à moindre coût tout en intégrant de nouvelles fonctionnalités comme des inserts métalliques, des capteurs, du câblage, des puces. Donc c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui de découvrir à travers ce café techno qui est dédié à une technologie industrielle qui permet une dépose automatisée de fibres associées à des fils résistifs pour la production de préformes et sans déchets de découpe. Donc le webinaire va durer à peu près entre 20 et 30 minutes de présentation. Vos micros sont coupés. Vous avez un petit point d'interrogation sur la droite de votre écran qui vous permet de pouvoir écrire vos questions. Vous pouvez les écrire au cours de la présentation. Je les vois et je les lirai à Émeric à la fin de la présentation. Donc voilà, et à la fin du webinaire, vous aurez une petite enquête de satisfaction. Voilà, j'ai assez parlé, donc moi je vais couper ma caméra, je vous reprends à la fin de la présentation et je laisse Émeric se présenter et parler de cette techno. Bonne conférence à vous. Merci beaucoup Emmanuel, merci aussi Jennifer pour l'organisation de tout ça. Ça s'est très bien passé jusque-là, j'espère que ça va continuer. Donc je suis Émeric Azran, le président de Nobrac et cofondateur avec Bertrand Laine. On a donc créé ça en 2016 et je vais rentrer directement dans ma présentation puisqu'en fait Emmanuel a fait du bon teasing sur l'intérêt de la technologie. Je vais continuer là-dessus. Donc Nobrac, une société à Montauban qu'on a créée en 2016 avec Bertrand. Et donc notre objet, c'est vraiment d'intervenir dans le domaine des textiles techniques à destination des matériaux composites. Donc je vais vous faire cadeau de ce que c'est qu'un matériau composite. Simplement, il y a un renfort, des fibres et une matrice, qu'elle soit thermoplastique ou thermodurcissable. Je vais couper ma caméra pour que ça soit plus fluide. C'est On est toujours sur la page d'en-tête, hein, Émeric, c'est normal? Non, c'est pas normal, mais c'est bon, ça doit être réglé. C'est bon, ça a changé? Oui. Parfait. Donc, comme je le disais, des matériaux composites, on en trouve dans tous les domaines, mais ça, vous le savez très bien, donc je vais aller très vite là-dessus.
On est parti d'un état de l'art quand on a créé Nobrac, qui est que, en gros, 90% en volume des composites sont produits suivant les étapes suivantes. On prend un rouleau de textile, de tissu la plupart du temps. On le découpe, soit à la main avec des gabarits, soit avec des machines. Et ensuite, on le drape. Donc, le constat qu'on a fait, c'est que souvent, le semi-produit, quand c'est du pré-imprégné, coûte cher. Que quand on le découpe, même en y mettant la meilleure volonté du monde, on en gaspille souvent beaucoup, beaucoup. Quand on est vraiment bon, on arrive à en gaspiller 30%. Quand on fait des empilements complexes et avec des géométries complexes, on peut en gaspiller 30, 60, 70% parfois. Et tout ça, il faut le draper dans un outillage et donc ça prend beaucoup de temps. Donc, je vais faire un petit point sur l'équipe pour revenir à la techno ensuite, puisque là, c'est vraiment une présentation centrée sur la technologie. Donc aujourd'hui, on est une équipe, on va dire, de 6 personnes, plus des alternants, plus des stagiaires, mais 6 personnes. Bertrand Laine et moi pour la direction de la société. Valia Neury, la directrice technique, qui nous a rejoint en mars, en plein confinement. Loïc Madjurani, qui est responsable de production, qui a une très grande expérience dans la gestion de production aéronautique, et donc les techniciens Yann et Pierre, qui sont un peu les mains de l'équipe et qui transforment tout ce qu'on imagine en réalité dans l'atelier. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, donc on a créé la société en 2016. On a développé notre technologie pour présenter un brevet en première mondiale au GEC à Paris en 2019. Aujourd'hui, on est dans une usine de 1000 mètres carrés avec des capacités de production que je vais vous décrire tout à l'heure. Et pour la petite histoire, pendant la crise du Covid, on a profité de notre capacité de réactivité pour fabriquer des masques catégorie 1. On en a fabriqué 130 000 en 3 mois. Donc ça montre que le TFP, que je vais vous décrire maintenant, est une technologie qui peut s'appliquer à vraiment beaucoup de domaines. Donc maintenant, je vais rentrer dans le détail du TFP. Donc une fois que j'ai fait le constat que le marché du composite était ainsi fait, nous, on a choisi une technologie qui existe. C'est pas nous qui l'avons inventée, hein, le TFP, ça a 25 ans, qui consiste en fait à positionner des fibres sur un support et donc fabriquer de façon additive un textile. Donc vous avez sur la droite un GIF qui montre comment en fait le support, donc ici on va dire la plaque bleue, se déplace sous une aiguille de couture avec un pied qui vient positionner ici une fibre de carbone. Donc il y a bien 4 matériaux principaux, très important de comprendre ça. Il y a la matière principale ici, la fibre de carbone. Il y a le support qui va être important dans le procédé en fonction de ce qu'on fait, si on fait de la thermocompression thermoplastique ou si on fait de l'infusion thermodurcissable, et les fils de couture. Les fils de couture, parce qu'il y a le fil de dessus que vous voyez ici en blanc, mais si certains d'entre vous sont un peu affûtés en couture, il y a le fil de canette en dessous. Donc il faut bien considérer tous les matériaux du procédé. Donc le Tailored Fiber Placement, c'est ça. Et en français, placement de fibre optimisée. Donc une machine de TFP, alors là c'est une vue un peu zoomée pour que vous compreniez ce qui se passe. On a la matière principale, la fibre à déposer qu'on utilise sous forme de bobine. Donc tout l'intérêt de cette technologie, c'est de partir vraiment du matériau le plus basique qui soit disponible sur le marché, c'est-à-dire des bobines. C'est ce qui coûte le moins cher, c'est le semi-produit le plus simple. Ici, vous avez donc dans le cadre vert la petite bobine de fil qui est acheminée jusqu'à la tête de couture. En bas, dans le rectangle rouge, donc vous avez un zoom sur la droite de la tête de dépose. Et donc, vous retrouvez l'aiguille qui vient coudre et le pied qui vient faire un mouvement de zigzag, comme vous l'avez vu sur le GIF précédent, pour déposer à peu près n'importe quoi, qui soit une mèche, un tube, un fil, une fibre optique, tout ce qui ressemble de près ou de loin à un ruban ou un tube. Donc c'est une technologie qui est très versatile et vous avez sur la gauche en bleu une tête de broderie standard. Donc ça c'est vraiment une machine de broderie basique mais qui permet de faire de la personnalisation graphique et aussi de l'insertion de fonctions. J'y reviendrai plus tard. Donc aujourd'hui, notre parc machine se compose comme vous le voyez ici. Donc en haut à gauche, une machine, une tête de R&D. Donc une tête, ça veut dire qu'on a une tête de dépose, comme vous le voyez dans la zone de droite. Ensuite, vous avez en bas à gauche une machine de production, celle qui nous a servi à produire entre autres les masques, mais qui nous sert aujourd'hui à produire d'autres préformes. Donc là, vous avez 14 têtes en parallèle de TFP avec 14 têtes de broderie pure intercalées entre. Donc vous avez vraiment une machine
Donc vous voyez déjà qu'elle est très longue, hein. On a une zone de dépose qui fait 6,70 m par 1,50 m. Donc là, on entre dans la grande dimension et dans la série. Et en haut à droite, vous avez une machine qu'on vient de commander, qui est une très grosse machine de R&D et de production de grandes pièces, où là, le cadre que vous voyez devant le monsieur, il fait 2,50 m par 2,50 m. Donc là, on peut vraiment attaquer des très très grosses pièces. C'est une des voies de développement qu'on poursuit. Donc le TFP, je vous ai décrit ce que c'était. C'est quelque chose, donc, comme je vous l'ai dit, qui existait depuis les années 90-95. Le problème de cette technologie n'est pas qu'elle n'était pas efficace, mais qu'elle était trop peu productive. Donc impossible d'envisager des séries, de très grandes séries, parce que le coût était prohibitif et que le temps de réalisation n'était pas compatible de grandes séries. Typiquement l'automobile, c'était pas la peine d'y penser. Donc nous là-dessus, partant de ce constat, on a essayé de proposer une amélioration. Et donc notre solution, c'est le HVTFP, donc High Volume Tailored Fiber Placement, ou en français, placement de fibres optimisé haute vélocité. Ça marche aussi. Donc le principe de cette technologie, c'est simplement de poser plusieurs fils en même temps. C'est relativement simple. Donc ici, vous avez un exemple de préforme TFP qui montre tous les intérêts du TFP, donc le positionnement des fibres selon des orientations préconçues. Donc vous avez en orange et en marron des fibres qui sont, on va dire, arrondies, qui remplissent la surface du milieu. Pour chaque cercle de cette bielle, vous avez en rouge la trajectoire circonférentielle des trous pour améliorer les propriétés mécaniques. Vous avez sur tout le bord de pièce une fibre continue et au milieu un raidisseur. Donc c'est un exemple vraiment typique de ce que permet de faire le TFP et des différentes valeurs qui sont portées par cette techno. Le tout étant que avec notre HVTFP, qui consiste à positionner, donc comme je le disais, plusieurs fils en même temps, on peut adresser des marchés de masse et ce qui va en fait changer toute l'équation. Donc le TFP, vous l'avez vu, c'était du zigzag. Le HVTFP, c'est très très simple. Ça, c'est extrait de notre brevet. C'est que si vous prenez, vous partez d'en bas à gauche, le point 1, P1, P2, P3, vous allez toujours vers la droite. Donc vous allez faire, au lieu de faire zigzag, zigzag, vous allez faire zig, 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 zag, 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 etc. Donc en fait, avec le même nombre de points, vous allez positionner ici 3 fibres en même temps. Donc vous multipliez la productivité de la machine par 3. C'est relativement simple, pour autant, ça n'existait pas. Donc on a profité de ce constat pour protéger cette technologie et on a constaté et expérimenté qu'effectivement ça multiplie bien la productivité par 2 si on met 2 fibres à la fois, 3 si on en met 3. La seule limite à cette technologie, c'est évidemment qu'on augmente la longueur du point. Si je prends la fibre de gauche, il s'est passé 6 points avant d'être fixé par un nouveau point. Donc, quand on fait des lignes droites, il n'y a pas de problème. C'est même bénéfique d'avoir des points longs. Quand on fait des virages, il faudra raccourcir les points, mais ça, par le dessin de la préforme sur ordinateur, on peut régler la longueur des points indépendamment en fonction des zones de virage, des zones droites, des zones un peu courbes, etc. Donc, malgré tout, dans le TFP, il y a des limites. Hein, c'est pas une technologie parfaite, loin de là, mais on y travaille. La principale limite, c'est la tension, la gestion de la tension de la fibre. Donc, vous voyez ici le pied en blanc et noir, là. Est-ce que vous voyez ma souris? J'imagine que oui. Je vais partir du principe que vous voyez ma souris. Donc, vous avez la fibre Nous, on qui est la voit, acheminée. donc ça devrait le faire. C'est parfait. Merci, Emmanuel. Donc, vous avez la fibre qui est acheminée à travers le pied. Et donc, ici, c'est la trajectoire. Et on voit que quand il y a un virage, naturellement, la fibre, pour minimiser l'énergie, va toujours se mettre à l'intérieur du virage. Et donc, on va avoir ici un trou où il n'y a pas de matière et une accumulation de matière à l'intérieur du virage. Donc la conséquence la plus basique de ce fait établi, c'est que par exemple, quand on dessine un rectangle de 200 par 200, la pièce qu'on va fabriquer, elle fera 192 par 194, enfin, peu importe, mais en tout cas, elle sera plus petite. Avec, on le voit au virage, un taux de fibre qui n'est pas constant. Donc ça, c'est si on ne fait rien. Donc là, j'ai essayé de schématiser la chose. Donc vous avez le résultat attendu pour un remplissage linéaire à gauche, donc des jolis U, on va dire, des virages en U parfaits, sauf que dans la réalité, ce qui se passe, c'est que la fibre, comme je vous le disais, vient s'accumuler à l'intérieur du virage, et donc on se retrouve avec un manque à l'extérieur du virage. De la même façon, pour les trajectoires courbes, c'est la même chose, mais tout du long de la trajectoire. Vous avez le résultat attendu à gauche et le résultat réaliste à droite. Donc,
Ça, évidemment, une fois qu'on a fait ce constat, on peut modifier les choses. C'est-à-dire déjà, on peut ajuster la largeur des points, on peut modifier la trajectoire programmée pour avoir la bonne trajectoire finale. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui on travaille pour essayer d'automatiser ce processus. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est quand même une optimisation multifactorielle avec un très grand nombre de variables, que ce soit la matière à déposer, le fil de couture, le support. Tous ces matériaux vont avoir une influence sur la réponse à la programmation qu'on aura fait de la machine. Donc ici, vous avez quelques exemples, il va y en avoir pas mal de réalisations qu'on a pu faire avec le TFP, certaines qui n'ont purement que vocation à être des démonstrations technologiques, d'autres qui sont des pièces de nos clients. Donc là, ici, vous avez un patchwork de pièces. Alors ici, c'est un châssis de drone optimisé avec un trou au milieu. Je vais y revenir plus tard, les inserts métalliques, l'optimisation topologique. Vous avez un masque ici personnalisé Nobrac en haut à droite. Ce qui est d'intéressant, c'est que cette techno est compatible avec tout un tas de particularités qu'on peut appliquer au moulage. Donc ici, vous avez par exemple dans le moule un traitement de surface qui permet d'avoir des effets. Donc ça, c'est pas le TFP, mais c'est simplement que la techno est compatible avec tout ce qui a été développé de façon traditionnelle sur l'injection, la thermocompression, toutes ces choses-là. Ce n'est pas indépendant, c'est simplement le TFP vient remplacer le tissu. Donc ici, vous avez un exemple de selle de cheval. Donc cette pièce a été réalisée en infusion de résine époxy. Donc là, l'intérêt du TFP, on le voit bien, hein, c'est qu'on a fabriqué une préforme qui a exactement la forme de la pièce. Donc on n'a aucun déchet. On a une orientation, vous voyez les fibres qui suivent ici une orientation qui n'est pas du tout rectiligne. Le deuxième intérêt très important, c'est qu'on peut faire du multimatériau. Donc là, vous ne le voyez pas, mais il faut me croire. Au milieu, ici, donc dans la zone d'arçon, il y a du carbone entre plusieurs couches de lin. Donc là, c'est une pièce lin-carbone. Et grâce au TFP aussi, on peut faire du sandwich directement. Donc vous avez au milieu de la préforme, ici dans la zone d'assise, vous avez une couche de liège de 2,5 mm qui est intégrée pendant la production. Alors c'est pas automatisé, on prend le patch de liège, on le pose sur la préforme, mais qui est parfaitement localisé, et on vient recouvrir ça et coudre à travers. Donc l'intérêt de tout ça, c'est qu'on supprime quasiment la notion de délaminage, parce qu'on vient coudre à travers toutes les couches, et on vient en plus augmenter les capacités drainantes du liège, qui est déjà un bon drainant naturel, mais qui en plus, une fois qu'il est troué par l'aiguille pendant le procédé, permet de vraiment piloter, si on souhaite, la perméabilité du milieu pendant le procédé d'infusion. Donc ensuite, pièce très complexe de thermocompression. Vous avez à droite la préforme qui est réalisée à plat. Donc ce qui est très important d'avoir toujours en tête avec le TFP, c'est un procédé 2D, c'est-à-dire qu'on vient fabriquer une pièce à plat sur le pantographe de la machine. Et à nous, ingénieurs, de faire la conversion entre la pièce 3D du client que vous avez à gauche ici et la géométrie 2D de la préforme, en jouant sur les orientations de fibres pour permettre des alignements de fibres lors de la mise en place dans l'outillage pour que par cisaillement, la pièce puisse prendre la forme voulue. Donc vous avez à droite la préforme, à gauche la pièce finie. Donc là en carbone PA6, et cette fois-ci c'est plus donc du thermodurcissable, c'est du thermoplastique avec des fibres commêlées. Donc sur la machine on installe directement une bobine avec mélangé du carbone et du PA6. Donc on augmente encore la valeur ajoutée du procédé puisqu'on vient déposer toute la matière finale de la pièce. Il ne reste plus qu'à thermocompresser ça dans un moule en température, en l'occurrence ici aux alentours de 250 degrés, sous une pression de 12 bars à peu près. Mais donc vous avez un résultat. Donc tout l'intérêt de la techno, c'est que vous voyez la possibilité d'orienter les fibres autour des trous, suivant les chemins d'effort évidemment, de ne pas mettre de matière dans les trous pour ne pas en gaspiller. Donc là, c'est vraiment une concentration de pas mal d'intérêts, au moins mécaniques, du TFP. Ensuite, ici, vous avez une pièce, un capot ready automobile, qui a été lui transformé chez Rocktool, c'est leur démonstrateur typique, certains d'entre vous ont peut-être pu voir au GEC en 2019 sur notre stand. Donc c'est une pièce qu'on a réalisée en partenariat avec PHP, le fabricant de fibres.
Et donc l'intérêt du TFP, c'est que là on va pouvoir indifféremment sur un tissu ou sur une pièce en TFP, donc ce que vous voyez en blanc c'est du verre PA6 qui a été déposé en TFP, et ce que vous voyez en noir c'est aussi du verre PA6 mais noir pour montrer là où on a ready la pièce. Donc le capot pourrait indifféremment être troué au milieu, on peut rajouter des raidisseurs exactement où on veut, et donc ça c'est une pièce qui a été réalisée avec des outillages Rocktool, un temps de cycle inférieur à 2 minutes. Donc on peut vraiment adresser des très grandes séries. Et pour faire de la grande série côté TFP cette fois-ci, on peut aussi utiliser le matériau de support. On pourrait utiliser du tissu cette fois-ci, tissu de verre PA6, sur lequel on ne viendrait déposer que les raidisseurs noirs, par exemple. Et donc là, on passe encore un cap, puisqu'on n'a plus les remplissages ici à faire sur tout le capot en blanc, pour gagner en productivité. On perdrait de la matière quand on viendrait découper le capot, mais là, c'est une question d'optimisation industrielle. Mais le support peut être parfaitement fonctionnel. Le gros intérêt du TFP et du HVTFP, c'est de pouvoir faire des pièces NetShape. Donc vous avez ici deux exemples de pièces. À gauche, un tour de hublot, donc une pièce non développable, très sensiblement non développable. Et à droite, vous avez un châssis de drone qu'on développe pour un client. Et donc, les deux pièces que vous voyez là, alors celle de gauche, elle est entourée avec un joint, parce qu'on l'avait montré sur un salon. Celle de droite, elle est brute de sortie de moule. Donc vous avez dans tous les hexagones des fibres continues qui suivent les hexagones. Fibre de carbone matrice LPET, donc PET température de fusion basse. Donc là, on est aux alentours de 180 degrés. Donc l'intérêt du TFP, c'est qu'on va pouvoir fabriquer une préforme avec la bonne matière qui permettent de réaliser ce genre de pièces, qui, me semble-t-il, est absolument impossible à fabriquer autrement. Vous avez une seule préforme pour faire toute cette pièce. Pour être précis, il y en a deux, c'est-à-dire qu'il y a une préforme qui fait toute la grille plus tout le côté de façon continue. Donc la grille est raccordée au côté avec la même fibre et on a rajouté au milieu un patch, un rond qui vient faire le centre pour avoir une meilleure mise en position dans l'outillage, puisque là il n'y avait pas de contrainte mécanique entre cette zone-là et cette zone-là, alors qu'il y en avait entre cette zone-là et le côté, entre la grille et le côté. Donc l'intérêt c'est de pouvoir faire des pièces avec des complexités géométriques et beaucoup d'ouverture. Si vous deviez faire ça avec du preg, si tant est que ça vous passe par la tête, ça serait pas une bonne idée, mais vous auriez 95% de déchets. De la même façon, on a aussi fait des pièces sur le dispositif du CETIM, donc la pièce qui est en bas, qui est une pièce automobile, une structure de siège auto, donc avec des épaisseurs différentes. L'intérêt, c'est qu'on peut, vous voyez ici, rajouter en croix un patch avec des orientations particulières. On peut gérer localement l'épaisseur de la pièce, les orientations. On considère la pièce comme un maillage et on va pouvoir donner à chaque maille la raideur donnée avec les orientations données. C'est tout l'intérêt du TFP. De la même façon, cette pièce a été transformée de façon complètement autonome et robotisée. On la pose en entrée, elle est attrapée par un robot, chauffée par infrarouge, manipulée par le même robot, déposée dans le moule, thermocompression plus surinjection. Vous voyez sur le côté, ici il y a une zone surinjectée sur tout le tour de la pièce et il y a sous cette croix-là une croix avec des raidisseurs surinjectés en dessous. Donc là pareil, temps de cycle 2 minutes 30. Et l'intérêt du TFP, c'est qu'ici on a pu substituer directement ce qui était utilisé à l'origine, c'est-à-dire des organochites, donc des plaques de thermoplastique déjà transformées qui sont assemblées par soudure pour avoir les orientations qu'on voit ici. On a directement fabriqué une préforme avec tout ce qu'il faut. Elle est attrapée par un robot. Au lieu d'être attrapée par des ventouses, elle est attrapée par des aiguilles. Et c'est transféré dans l'outillage. Et on obtient cette pièce-là donc en 2 minutes 30. L'intérêt aussi, c'est que nous, il nous a fallu 2 jours de développement pour partir de la feuille blanche et arriver à cette pièce-là. Ce qui est quand même très très court. Une des grandes forces du TFP et du HVTFP, c'est aussi de pouvoir intégrer des fonctions. Donc vous avez sur la droite une trajectoire en spirale qui permet de draper sur une hémisphère un fil résistif. Donc ici déposé sur un tricot en polyester très déformable. Donc encore une fois, le support est très important puisqu'en fonction de ce qu'on veut faire, on va choisir un support déformable ou non, fusible ou non, pour pouvoir répondre au cahier des charges de la meilleure façon possible. À gauche, vous avez le positionnement d'inserts, ici des inserts métalliques ou plastiques, de façon automatisée sur la machine. Donc ça, c'est ce qui permet d'envisager une transition quand on colle des inserts dans le composite traditionnel. Ici, on peut le faire de façon automatisée, localisée dans la préforme.
Et le double intérêt de tout ça, c'est qu'on va pouvoir ensuite localiser cet insert dans l'outillage. Donc on peut d'une garantir la dépose automatisée de l'insert sur la préforme, mais en plus on pourra garantir la position de la préforme dans le moule grâce à l'insert. Donc ça, c'est vraiment une force qu'on essaye de valoriser au maximum, sans parler évidemment de l'aspect mécanique de la chose, hein, puisque vous voyez, donc ici, on a laissé l'insert visible, mais on peut le recouvrir et recoudre à travers tout avec un fil, par exemple Kevlar, pour vraiment maximiser les transferts mécaniques entre l'insert et la pièce. Le HVTFP permet aussi de faire de l'électronique embarquée. Donc ici, vous avez des exemples de puces, ça peut être des Arduino ou n'importe quel autre PCB complexe, sur lequel on vient utiliser cette fois-ci la tête de broderie traditionnelle en parallèle de la tête de TFP, qui permet de déposer ce genre de PCB et de les relier électriquement. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'ici, par exemple, on a le fil qui passe en dessous. Donc on est venu déposer ce fil en premier. Donc c'est un fil revêtu argent, nickel, qui est conducteur. On est venu ensuite avec un fil polyester bleu, on est venu isoler ce fil-là pour faire passer un autre fil par-dessus et garantir qu'il n'y a pas de contact entre les deux. Donc ici, on peut vraiment aller très loin en termes d'intégration de fonctions. On peut intégrer des puces RFID. On a déjà démontré qu'on pouvait faire survivre des puces RFID à des thermocompressions thermoplastiques au-delà de 240 degrés. Donc ça, c'est très intéressant pour le traçage d'une pièce dans l'aéronautique, par exemple. On serait capable d'intégrer une puce RFID dans une pièce et du coup avoir sa fiche technique qui soit de façon inviolable intégrée à la pièce et qui intègre toutes les données de production pour le suivi qualité et éventuellement aussi la localisation de pièces dans un atelier. Donc ça, c'est une valeur très très importante du HVTFP. On peut donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, intégrer des fils capacitifs. On peut intégrer du gainage vide aussi, où on va pouvoir a posteriori gainer à l'intérieur de ce tube vide la pièce après transformation. On peut intégrer des réseaux de Bragg pour faire du suivi de vie, l'analyse vibratoire in situ, des fibres optiques et des jauges de contrainte. Donc tout ce qui est, comme je le disais, en forme de ruban ou en forme de fil, on peut l'intégrer de façon automatisée dans la préforme et donc dans la pièce. Le point certainement le plus important, c'est l'optimisation topologique d'un point de vue mécanique. Donc ici, vous avez un exemple. Alors, l'étrier de frein, c'est pas notre travail, hein, mais c'est l'exemple le plus typique de l'optimisation de trajectoire et d'une optimisation topologique. Donc, si on part d'un quasi-ISO multi-axial à gauche et qu'on va à droite avec une préforme optimisée TFP, on peut multiplier par 2,5 les propriétés mécaniques et diviser le poids par 3. Donc, on peut vraiment aller très très loin. Le champ scientifique qui est derrière tout ça, c'est le Variable Stiffness Composite. Donc c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, l'optimisation des raideurs locales pour minimiser une fonctionnelle, que ce soit le déplacement, une contrainte ou la masse. Donc le TFP permet tout ça. Ici, vous avez l'exemple de notre pièce qui permet de démontrer ça. Donc elle qui a été fabriquée en HVTFP. Donc vous voyez les deux fils ici, donc HVTFP niveau 2, on appelle ça. Donc il y avait deux fils en même temps. Et donc on a fait une optimisation de trajectoire dans ce sens-là, qui suit le boomerang. Et ensuite, on est venu rajouter des raidisseurs sur le dessus en fonction du cahier des charges. Donc en résumé, le HVTFP, c'est une productivité multipliée entre 2 et 10 par rapport au TFP standard. C'est fabriquer des préformes qui ont la bonne forme. On diminue l'impact écologique de nos productions puisqu'on n'a pas de déchets. Le pire qu'on ait eu, c'est 3% de déchets sur des configurations très particulières. De plus, c'est une technologie qui est très peu énergivore. Une machine de TFP, ça consomme à peu près une bouilloire. La machine une tête consomme 2 kW, la machine 14 têtes en consomme 6. Donc c'est vraiment très très peu énergivore. Aujourd'hui, on est en train de réaliser une analyse de cycle de vie et on sera certainement capable d'avoir une production de neutre en carbone, puisque la surface de la machine correspond à peu près à la surface en panneau solaire nécessaire à faire fonctionner la machine. C'est un point aussi important actuellement. Une force très importante, comme je vous l'ai montré, c'est l'intégration de fonctions. Donc on peut vraiment faire du smart textile, avoir de l'IoT dans les pièces, des capteurs de l'électronique. Et enfin, l'optimisation topologique permet d'augmenter les performances spécifiques. Les bénéfices industriels, que ce soit pour les industries de masse, on peut avoir donc des réductions de coûts, des réductions de déchets et une meilleure reproductibilité puisque c'est un procédé robotisé. Et pour les industries à très haute valeur ajoutée, alors on a coupé le monde en deux en sachant qu'évidemment, il peut y avoir des intersections entre les deux, hein. On peut ajouter des fonctions dans le textile, on augmente la fiabilité de tout cela et on peut utiliser
des matériaux recyclables quand c'est possible, évidemment, et que le cahier des charges le permet. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que j'ai été clair et que je vous ai bien expliqué les bénéfices et les limites aussi du TFP et du HVTFP. Je profite, je prends 10 secondes pour vous rappeler qu'on a produit des masques. Si jamais vous en aviez besoin, on en a plein. Ils sont fabriqués chez nous à Montauban. Et donc, si jamais vous en aviez besoin, je profite de la tribune pour vous dire qu'on serait évidemment à même de vous en fournir. Ça fait donc 4 ans qu'on travaille pour développer cette technologie. Aujourd'hui, on a quelque chose de mature et donc on souhaite pouvoir confronter notre proposition de valeur à des cahiers des charges clients. Parce qu'aujourd'hui, donc je vous ai montré la technologie HVTFP, mais en fait, elle est très très versatile et ce qui nous manque, c'est surtout des demandes clients pour pouvoir à chaque fois répondre, comme on l'a fait avec les différentes pièces que je vous ai proposées, de façon la plus efficace possible en fonction du cahier des charges client. Ben, je vous remercie pour votre écoute, j'espère avoir été clair et donc je suis disposé à répondre à toutes vos questions. Merci Émeric, effectivement c'était très intéressant. Alors on va essayer de faire venir les questions. Il y en a pas, mais tu parlais donc en termes de limites de la tension du fil, notamment dans les virages. Est-ce qu'il y a d'autres limites de cette techno? Alors aujourd'hui, la principale limite que nous on a identifiée, c'est clairement la gestion de la tension, parce que donc ça peut générer des écarts entre ce qu'on programme et la réalité. Une autre limite que j'ai pas évoquée là, c'est l'épaisseur de la pièce qu'on peut produire. Donc on peut produire des pièces très épaisses monolithiques. Aujourd'hui, les pièces les plus épaisses qu'on a produites, c'était du 8 mm en carbone ou 9 mm monolithique. Donc on est déjà sur des pièces très épaisses. On peut aussi produire du sandwich plus épais cette fois-ci, mais on peut monter à 12 mm en sandwich aujourd'hui, en sachant que la limitation, elle est liée à la machine aujourd'hui, pas forcément à la technologie. S'il y avait un besoin de faire des pièces plus épaisses, vu qu'on a un partenariat très très étroit avec le fabricant machine, euh, on pourrait leur demander de développer une machine spécifique, en sachant que c'est vraiment pas très compliqué d'augmenter la course de l'aiguille et de ralentir. C'est simplement que la contrepartie à tout ça, c'est qu'on ralentirait un peu le procédé pour pouvoir faire des pièces plus épaisses. Mais aujourd'hui, vraiment, l'orientation et l'épaisseur, c'est les deux principaux défis sur lesquels on travaille. Euh, Ensuite, il y a évidemment les fils qu'on peut utiliser, c'est-à-dire que si on doit utiliser en couture un fil qui est très très peu résistant, ça peut induire des difficultés de ne pas le casser pendant le procédé. Mais aujourd'hui, on a des solutions, on peut coudre avec du Kevlar, on peut coudre avec des fibres très très fines, hein, on descend jusqu'à 4 tex en couture. Donc 4 tex, c'est 4 grammes par kilomètre. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Si vous arrivez à vous rendre compte de ce que ça peut représenter, c'est globalement un cheveu à peu près en termes de diamètre. Donc on peut utiliser vraiment une très grande gamme de fils de couture, mais aujourd'hui voilà les principales limites c'est de garantir la trajectoire vis-à-vis de ce qui a été programmé et de pouvoir faire des fortes épaisseurs. Ok. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. J'en ai éventuellement encore une autre. Quels impacts on peut attendre de cette techno sur les coûts de production? Ben, c'est de les réduire tout simplement. C'est que Oui. si je reprends le résumé de l'intérêt du HVTFP, aujourd'hui nous, d'après nos simulations de calcul et notre expérience maintenant, on peut descendre à des coûts de transformation sur des très grandes séries en dessous de 10 € le kilo de pièces transformées, enfin de pièces de préformes fabriquées. Donc, et quelle que soit la complexité, puisqu'en fait, notre métrique, c'est pas la complexité de la pièce, c'est le poids de la pièce. Et en fait, comme on a zéro déchet, quand on fait 1 kilo de préforme, on fait 1 kilo de pièces. Donc aujourd'hui, on peut, sur des marchés de plusieurs dizaines ou centaines de milliers de préformes, le procédé peut descendre assez sensiblement sous les 10 € le kilo. Si on se projette avec, par exemple, du verre PA6, qui est un matériau relativement bon marché, ou du verre polypropylène qui est encore moins cher, on peut finir à 10 € matière comprise. Et c'est là tout l'intérêt de la techno, c'est qu'on a à la fois
une augmentation de la technicité du textile vis-à-vis d'un tissu traditionnel qui va être découpé. Et comme on a beaucoup de gains en termes de temps de drapage, puisque sur une pièce complexe comme celle-ci par exemple, celle-là, si vous vouliez respecter les orientations demandées par le client pour avoir une pièce, cette pièce-là aujourd'hui elle fait 220 grammes. Pour avoir ces orientations de pièces-là, de fibres, pardon, euh, c'est quasiment impossible, premièrement, autrement. Et aujourd'hui, le robot étant très simple, ça permet d'avoir des coûts qui sont très faibles. Donc économiquement, c'est clair qu'il y a un double intérêt, c'est que on achète des matériaux qui sont les plus basiques possibles, on les transforme avec un robot qui est simple, et ça fait gagner du temps derrière. Donc c'est le principal intérêt dans l'équation économique. Ok. Alors, il y a quelques questions qui sont arrivées. Qu'entendez-vous par l'amélioration de la fiabilité à la fin de votre présentation? Ben, c'est qu'on est capable de garantir vis-à-vis d'un, on va dire je vais y arriver, d'un drapage manuel. Je reste là-dessus. Je vais prendre une pièce qui soit possible. On va dire la selle de cheval. On est capable de garantir que N préformes seront fabriquées de façon exactement identique. Et si on rajoute des inserts qui permettent de localiser cette préforme dans le moule, la fiabilité de la production sera améliorée. C'est-à-dire que ça ne va pas faire une meilleure préforme, c'est juste qu'on va garantir qu'on fait X fois la même chose. C'est ce que j'ai voulu dire par fiabilité. C'est-à-dire que comme c'est un robot, le robot est capable de nous dire bah là le fil est cassé, je m'arrête, il faut changer le fil. On change le fil, etc. Donc on est capable de garantir la qualité de production de la préforme elle-même. Comme ensuite on est capable de localiser la préforme dans l'outillage, on est capable de garantir la position finale de la fibre dans la pièce. Là où c'est beaucoup plus compliqué quand c'est un opérateur qui vient draper du pré-imprégné ou même du tissu sec pour faire une infusion. Il y a toujours une notion de est-ce que l'opérateur n'a pas oublié un pli de 45 au milieu. Bon, évidemment, quand il a un kit, il voit bien qu'il lui reste quelque chose à la fin, mais ça permet de supprimer ce doute-là. J'espère que j'ai été clair. Je pense, oui, moi j'ai compris. Est-il possible d'utiliser un fil de couture en céramique? Alors là, je vais faire une réponse de Gascon, peut-être. Alors, peut-être parce qu'on n'a jamais essayé. Euh, on a déjà utilisé du fil de couture en verre, du fil de couture en Kevlar, fil de couture carbone, on a essayé, on a eu des problèmes, pour citer un très bon sketch. La machine aujourd'hui n'est pas faite pour des fils trop sensibles. Si par exemple on parle de SIC, ça devrait être possible. Le carbone, le problème c'est qu'il vient se cisailler dans l'aiguille. Donc il faut en fait, il faut avoir des fils qui soient faits pour. C'est-à-dire il faut vraiment avoir des fils de couture. J'entends par là qu'ils doivent être retordus d'une certaine façon. Donc retordus, ça veut dire qu'ils doivent être un peu comme une hélice d'ADN. Il doit y avoir plusieurs fils qui sont retordus ensemble pour pouvoir être cousus de façon plus efficace et pas se casser. Donc la seule réponse que je puisse faire sur des fils en particulier, c'est qu'il faut tester. Je peux pas garantir que ça soit possible. Et non plus, je peux pas dire que ça ne l'est pas. Donc aujourd'hui, on a testé des dizaines et des dizaines de matériaux différents et on n'a encore jamais eu la demande pour des fils céramiques. Ok. Bon, ben, je crois qu'on t'a lancé un défi là, hein. Oui, oui, non, mais Pouvez-vous après c'est pas les pouvez-vous fibres les plus agréables à sourcer juste pour le plaisir, quoi. Donc évidemment que s'il y a un besoin, on se penchera clairement sur le sujet, c'est clair. pouvez-vous détailler comment pour le thermoplastique vous arrivez à déposer la fibre et la matrice thermoplastique en même temps? Alors, on utilise des bobines commélées. Donc, enfin, je reprends ce que je vais dire, on peut utiliser des bobines de fibre commélées. Donc, le commélage, c'est simplement que le producteur de la fibre, il vient mélanger. Et alors, il y a plusieurs procédés et du coup plusieurs qualités de fibres commélées. Le procédé le plus standard qui fonctionne quand même pour la majorité des pièces, c'est du commélage par jet d'air.
Donc en fait, on fait rentrer dans une chambre fermée avec une géométrie très particulière. D'un côté, les fibres thermoplastiques pures, de l'autre côté, les fibres carbone par exemple, ou verre, etc. Et en fait, avec l'air, elles se mélangent. Et à la sortie, on a une fibre commêlée. Donc le défaut de cette technologie, c'est qu'on ne peut pas garantir la répartition égale dans la section de la fibre de plastique et de fibre. L'avantage de cette techno, c'est que c'est la moins chère. Après, il existe des technos plus complexes, notamment mises en œuvre par exemple, la société Chap en France, Chap Technique. Donc eux, ils sont capables de garantir un mélange quasiment parfaitement homogène de fibres thermoplastiques et de fibres carbone ou verre, comme je disais, euh, dans la section. Et ensuite, tout ça est guipé. Donc le revers de la médaille, c'est que la géométrie de la fibre, c'est une fibre ronde. Donc guipée, c'est pareil, elle est saucissonnée à l'extérieur, si vous voulez, avec un fil de thermoplastique pour vraiment la garder bien ronde et pouvoir garantir que la géométrie de la mèche ne change pas. Donc ça, c'est la version où on a déjà sur étagère du matériau commêlé. Pour autant, le TFP permet aussi, je vais revenir sur cette image pour... Vous voyez, en haut à gauche, on a deux bobines. On peut aussi, alors là, du coup, on aura un mélange qui sera moins bon, mais quand le matériau n'existe pas sur étagère, ça peut le faire. On peut avoir du thermoplastique pur sur une bobine, du carbone, ou enfin de la fibre sèche sur l'autre bobine, et on peut les déposer en même temps, puisque vous voyez ici, il y a deux tuyaux qui arrivent à droite, donc on pourrait faire arriver par exemple le carbone en haut, le pic en bas, ou enfin bon, carbone pic ça existe, mais le thermoplastique en bas, il serait du coup superposé dans ce pied-là, plutôt que ce pied-là par exemple. Et donc on pourrait les déposer en même temps. Donc ça serait un peu comme du film stacking. On aurait en dessous le carbone, au-dessus le thermoplastique. Et même s'ils ne seraient pas mélangés, la distance de migration serait suffisamment faible. On l'a déjà fait, hein. Ça marche. Par contre, si on vient faire une coupe et une analyse micrographique, on sera forcément moins bon qu'avec des matières comme Chap, par exemple. Je profite d'avoir cette image parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'assez important. Le fait d'avoir deux bobines, ça permet aussi de mettre plusieurs matériaux, c'est-à-dire que sur la plaque que vous voyez en vert, je pourrais tout à fait déposer un patch de carbone à un endroit de façon parfaitement automatisée et robotisée. Si j'ai besoin d'avoir du verre là où j'ai besoin de remplir entre guillemets une pièce et que j'ai besoin d'avoir un raidisseur vraiment particulier à un endroit, je pourrais rajouter du carbone qu'à cet endroit-là. D'accord. Encore une question. Avez-vous caractérisé les avantages et inconvénients du fil de couture sur les propriétés mécaniques de la pièce? Alors, il y a de la littérature là-dessus. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que quand on vient coudre, on vient générer des très légères ondulations de la fibre principale et en fonction de la longueur du point. Si vous avez des points très 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 courts, votre pièce, elle va vraiment être, la fibre va être hyper rectiligne, parfaitement tenue droite. Le revers de la médaille, c'est que ça va être très long à produire puisqu'on fera plein de points. Donc, dans la littérature, il a été démontré que jusqu'à une certaine longueur de point, l'abattement il est vraiment très faible, mais ça dépend majoritairement du procédé de transformation qui est utilisé. Si vous utilisez la thermocompression avec des fibres commêlées, l'abattement il sera quasiment inexistant. Si vous faites de l'infusion sous vide, pure, là, on va dire l'appui du fil de couture sur la mèche va changer sa géométrie. L'abattement peut être de quelques pourcents. Mais aujourd'hui, déjà, de ce qu'on a testé sur des essais macroscopiques et sur la littérature de ce qu'on a lu, puisqu'on n'a pas les moyens de faire ces caractérisations nous-mêmes, on n'est pas allé plus loin que ce qu'on a trouvé dans la littérature. Pour autant, sur des applications très spécifiques, type du spatial ou des pièces où il faut pouvoir garantir de façon totale euh, une tenue mécanique, il faudrait se poser effectivement la question, mais les différentes publis dans la littérature montrent que c'est quand même quelques pourcents, donc en fonction du coefficient de sécurité qu'on peut prendre grâce à l'optimisation topologique apportée par le TFP, ça peut quand même largement suffire. Ok, merci. Le procédé est-il destiné uniquement aux fibres sèches ou serait-il applicable aux pré-imprégnés? Euh, alors, alors, il y a on va dire un concurrent, une autre technologie que le TFP, qui est l'AFP,
où là on vient déposer des lignes droites et où là le pré-imprégné, ça existe. Ça existe très très bien. Le gros défaut de ces technologies-là, c'est qu'on dépose des lignes droites. Donc là, on perd quand même un gros intérêt du TFP. Nous, on s'est jamais intéressé à cette voie-là, mais ces derniers temps, on se dit que ce serait quand même bien qu'on essaye. La principale difficulté, ça va être d'acheminer la fibre. Vous voyez ici, elle part d'ici, elle passe dans des tuyaux et elle arrive à la tête par ces trous-là. Sur cette machine-là, si je vous montre la 14 têtes, on a des plus petites bobines qui peuvent être beaucoup plus grosses que ça, mais où là, on a un cheminement très réduit. Donc ici, si on arrive à avoir un pré-imprégné qui a très peu de tac sur lui-même, il y a de grandes probabilités qu'on puisse le faire. Pour autant, en fonction du pré-imprégné dont il s'agit, si on ne peut pas apporter du steering, enfin, si on ne peut pas tordre latéralement le pré-imprégné du tout, on ne pourra pas faire de ligne courbe, ce qui pour du TFP est un peu dommage. Mais ça, il faut le tester. Je ne peux pas dire que c'est possible ou pas, il faut le tester. Mais normalement, je dirais oui. Ok. Écoute, Émeric, j'ai pas d'autres questions Alors c'est qui soit que j'ai été apparaissent. très très clair, soit que personne s'y intéresse, mais je peux pas croire que ce soit ça, donc je vais me dire que j'ai été. Non, non, il y a eu des questions hier. Écoute, si des personnes souhaitent avoir des renseignements complémentaires, ben, qu'ils n'hésitent pas à passer par le pôle ou ben, contacter directement Émeric, donc qui a ses coordonnées qui s'affichent à la fin de la présentation. La présentation, donc comme je l'ai dit, qui se retrouvera sur notre plateforme collaborative Connect dans la communauté E2SMP. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. On y fait passer des informations. Vous y retrouverez aussi les présentations des précédents cafés techno dédiés au domaine des matériaux et des procédés. Alors j'ai une question qui arrive entre temps. Donc D'accord. je vais te la poser parce qu'il nous reste encore un peu de temps. Comment vous positionnez-vous? Fabricant de pièces ou fournisseur de technologie? Alors, c'est une bonne question. On se positionne en fournisseur de solutions. C'est un troisième volet. Donc, j'ai pas parlé de ça parce que c'était pas la techno, mais aujourd'hui, on dispose au sein de Nobrac de toute la chaîne depuis. On peut répondre en partant du cahier des charges, faire le design, produire les outillages, puisqu'on a notre propre machine d'usinage, bientôt 5 axes, aujourd'hui 3 axes. Pour faire les outillages qui vont avec, on a notre presse de thermocompression, notre dispositif d'infusion thermodurcissable s'il faut. Donc on est capable d'accompagner nos clients jusqu'à la pièce finale. Sur des petites séries, on peut faire les productions nous-mêmes. Sur des très grandes séries, on n'a pas vocation à être producteur de composites finis en grande série. Par contre, on a vocation à être producteur de textiles en grande série. Donc l'idée, c'est de faire, soit le client sait exactement ce qu'il veut, il nous dit je veux telle préforme, on lui fabrique telle préforme. Ça, c'est le schéma le plus simple, mais qui n'existe pas en fait, puisqu'on a une technologie nouvelle, donc ça passe toujours par des preuves de concept. Le schéma classique, c'est on va faire une preuve de concept, soit sur des briques technologiques, soit sur la pièce complète. Et ensuite, on les fait nous-mêmes, ces preuves de concept, jusqu'à la pièce composite finale, quel que soit le procédé retenu par le client. Et en fonction du succès, qui en général est toujours, il arrive toujours, le succès, c'est juste qu'il n'arrive pas toujours au bon moment, mais on finit toujours par trouver une solution technique pour répondre au cahier des charges. Soit on continue la production chez nous si elle est petite, soit on la transfère chez notre client ou un partenaire tiers pour faire la production. Donc notre positionnement, c'est vraiment fournisseur de solutions globales, du cahier des charges jusqu'à la petite série pour le composite et la très grande série pour le textile. Ok. Alors justement, ça amène il y a encore une question. Est-ce que cette techno est valable aussi pour quelques pièces en termes de coût? Complètement. En fait, le coût est quasiment identique pour faire une pièce que pour en faire 2 ou 10. Évidemment, pour en faire 100 000, il y a une étape d'industrialisation qui est nécessaire, mais l'intérêt, c'est que c'est un robot très versatile. Si je reviens sur une image où on voit la machine, en gros, la machine est en réseau, je fais mon programme dans mon bureau. Vous avez ici en haut à gauche le central de commande de la machine.
Je peux passer d'un programme à l'autre en quelques secondes, c'est juste le temps d'ouvrir le fichier. S'il faut changer de fibre, passer du carbone au verre, etc., il faut quelques minutes. Donc on peut en quelques minutes faire la pièce A, puis la pièce B, puis refaire une pièce A modifiée. C'est très versatile et les coûts de prototypage sont très faibles. Beaucoup plus faibles que d'autres technologies de dépose additive de fibres, où bah, il y a des robots beaucoup plus complexes et des programmations beaucoup plus compliquées. Là, nous, on est vraiment. L'avantage de ce robot, c'est que c'est un robot 2 axes, quoi. Donc, on peut difficilement faire plus simple. Donc, évidemment, pour des trajectoires très exotiques comme sur cette pièce-là, il y a un peu de temps de programmation. Vous en doutez, ça sort pas du chapeau et on fait pas ça en 10 minutes. Pour autant, pour des prototypes plus simples, on peut faire des choses très rapides et économiquement très très intéressant. En termes j'en profite pour juste donner quelques ordres de grandeur. Par exemple, cette pièce-là, la pièce à droite, là, le châssis de drone, on a été capable de produire depuis la réception de la CAO de la pièce jusqu'à la production du premier proto, euh, on a mis une semaine. C'est-à-dire on a reçu la CAO, on a fait le design de l'outillage, on l'a fabriqué, on a fabriqué les préformes textiles, on a fabriqué la pièce sur la presse de thermocompression en une semaine. Celle-là, c'était vraiment un cas exceptionnel, mais la métrique de 2 semaines, c'est assez classique chez nous, quoi. Entre le moment où on reçoit une CAO et le moment où on envoie le prototype au client. Donc c'est vraiment très réactif. Ok. Ben, on va arriver au terme de ce café techno. Merci Émeric pour cette présentation très intéressante. Ben, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ou des projets, ben, n'hésitez pas à contacter Émeric ou passer pour le pôle. Voilà, la vidéo sera disponible sous 48 heures sur le YouTube d'Aerospace Valley et donc la présentation sur notre plateforme Connect. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé. Merci Émeric pour ta présentation et on vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup Emmanuel, merci à vous, au revoir.